Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le Média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Nils. Il nous offre les indiscrétions du monde politique chaque semaine, les petits secrets des plus grands et avouons-le, on aime ça. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, la France brûle et Emmanuel Macron tente de se défausser de ses responsabilités, enquête sur un scandale d'État. Et puis on parlera également de l'affaire Barbara Bush qui a révélé au grand jour une fracture au sein de LFI. On vous explique dans quelques minutes les dessous de l'affaire. Allez, c'est parti pour les Indiscrets. Bonjour Nils. Bonjour Amira, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tu vas bien. Alors, premier sujet, l'exécutif est plutôt sur la défensive en ce moment. Et oui, après les affres de la canicule, voilà que les Français font face à des méga-feux, des incendies. Il y en a un notamment qui ravage la Gironde depuis mercredi, qui a parcouru 42 000 hectares au moment où on se parle et qui a entraîné quand même l'évacuation record de 220 000 personnes à 15 km de Bordeaux dimanche. Alors à l'échelle nationale, ce sont près de 100 000 hectares qui ont brûlé en quelques jours, notamment aussi dans les Landes. Il ne faut pas les oublier, les habitants près de Biscarrosse. On est largement au-dessus du précédent record de 2022, avec une trentaine de foyers actifs simultanément. Et évidemment, Emmanuel Macron se retrouve une fois de plus en situation de crise. Et c'est pour ça que Nils, à l'heure où on enregistre, il y a une réunion de crise en ce moment. Oui, effectivement, alors on se parle, le président lui-même honore l'une de ces réunions de sa présence. C'est avant le Conseil des ministres, c'est ce qu'a annoncé l'Élysée hier soir. Réunion de crise à 18h et autre réunion qui sera présidée demain par Emmanuel Macron. Oui, il faut bien comprendre que la crise se gère à plusieurs niveaux. Donc la préfète du département et également préfète de la région, donc Nouvelle-Aquitaine, avec en quelque sorte qui est le niveau opérationnel, avec donc le contrôleur général Vermeulen. Et un conseiller de l'exécutif m'a textoté ce matin que l'intégralité des agendas du président, du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur effectivement ont été revus pour qu'ils ne soient plus que consacrés qu'aux incendies. Et on a appris ce matin que le traditionnel déjeuner des membres du gouvernement et leurs conjoints, initialement prévu aujourd'hui après le dernier Conseil des ministres, donc comme je le disais, a finalement été annulé. Voilà, donc pas d'entrée, pas de plat et pas de dessert à l'Élysée. C'est bien triste, mais pour le président dont c'est la dernière année de mandat, il s'agit de soigner son image déjà bien dégradée aux yeux des Français. Oui, puis Nils, tu le disais, des incendies dans la Gironde, à Biscarrosse, mais il y avait déjà eu une polémique il y a quelques semaines quand il y avait eu les méga-feux en forêt de Fontainebleau. Oui, il y a une partie de la forêt qui était partie en fumée et le gouvernement refusait déjà de reconnaître que les capacités de la France en matière de lutte contre les incendies étaient insuffisantes. Regardez. Le budget qui a été consacré à l'ensemble de la flotte aérienne a augmenté de manière significative, ce qui nous permet d'avoir une des flottes européennes parmi les plus performantes d'Europe. Regardez le nombre d'hectares brûlés par Canadair entre d'autres pays comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Nous sommes très largement au-dessus. Nous avons largement de faire quoi ? C'est ce qui nous a permis, par exemple, hier, avant-hier, d'avoir 4 Canadair en action au-dessus de la forêt de Fontainebleau. C'était effectivement Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui répondait à l'Assemblée. Voilà, il y a quelques jours, le même ministre affirmait encore avec morgue sur France Inter que la France avait assez de moyens pour se débrouiller seule face aux incendies, malgré la gravité de la situation. Bon, suffisamment de moyens, nous avons. Bien sûr, nous avons des moyens terrestres qui ont été renforcés, équipés avec le pacte capacitaire qui a été décidé en 2022, qui a permis d'investir de manière conséquente. Et puis il y a la flotte aérienne qui est tout à fait importante, avec ses 12 Canadair, ses 8 avions Dash, ses 12 hélicoptères bombardiers d'eau, ses 6 avions qui sont bombardiers d'eau, dont des avions Tractor, plus tous les moyens aériens des services départementaux d'incendie et de secours, une trentaine environ, donc ce qui fait une flotte d'un peu moins de 70 appareils. Non, il n'y a pas d'erreur. Ce qui est dit est faux. En 2022, nous n'avions pas 70 moyens aériens. Donc nous louons depuis cette période les 12 hélicoptères bombardiers d'eau dont je parlais, les 6 avions bombardiers d'eau, nous les louons
chaque année depuis cette période, ce qui fait qu'on a plus que doublé la flotte aérienne. Donc... Voilà, alors il y a les discours, Amira, puis il y a la réalité. Finalement, Emmanuel Macron a fait appel au mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Tous les pays effectivement d'Europe ont la possibilité de faire appel à cette aide extérieure, aussi déployée en Espagne actuellement, parce qu'ils souffrent aussi, les Espagnols. Alors c'est quand même un aveu de faiblesse. En principe, c'est la France qui aide le reste de l'Europe et pas le contraire. Là, on est un peu dépassé par la situation et c'est un peu une humiliation pour l'exécutif. Alors vendredi soir, Macron a demandé à Le Cornu de déployer un renfort maximal de moyens militaires. Bref, les pompiers sont en sous-effectif, comme il le répète depuis des années, la faute à un manque chronique de financement et surtout à une charge de travail qui ne cesse de s'aggraver. Et oui, les macronistes nous auront habitués à leur fameuse dissonance cognitive. Et oui, effectivement, il y a les discours et puis il y a la réalité qui cadre mal effectivement avec ce qui est dit en haut lieu. Alors officiellement, l'exécutif répète que cet incendie est un phénomène exceptionnel et inédit. Il le répète à chaque fois qu'il le peut et sur tous les tons. Voilà. D'abord, au plan national, vous dire quand même qu'à date, on enregistre une superficie brûlée qui est légèrement inférieure à 98 000 hectares, notamment avec la progression du feu en Gironde, ce qui est évidemment un record historique. On n'avait jamais vu un tel feu. Nous n'avions jamais été confrontés à un tel feu dans la région. Et d'ailleurs, le pays n'a jamais été confronté à autant d'épisodes de pression, de feu, un peu partout sur le territoire. Le directeur général le rappelait, et je le remercie auprès du ministre de l'Intérieur de sa mobilisation ainsi que celle de l'ensemble des personnels. Jamais on n'avait connu ça depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on est face à une pression qui est inédite. Et je veux que le message soit clair pour tout le monde. On a déjà, évidemment je m'arrêterai là, des gens qui ont été appréhendés, mais rien ne sera lâché. Non mais je veux que le message soit clair, ici comme partout en France, il n'y aura aucune tolérance et nous serons intraitables. Parce que ce sont des vies qui sont mises en danger, parce que c'est évidemment notre territoire national qui est attaqué à chaque fois qu'un feu se déclenche. Inédit peut-être, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas les critiquer sur leur manque d'anticipation, j'ai envie de dire. Et oui, alors en coulisses, évidemment, les éléments de langage sont prêts chez les macronistes, notamment au niveau de l'exécutif, et qui effectivement jouent sur le registre de la démagogie de leurs adversaires pour invisibiliser les critiques qui leur sont adressées. Alors voilà ce que me dit une ancienne ministre de l'écologie que j'ai pu contacter d'un gouvernement macroniste, à nommer. Il y a une grande immaturité dans les commentaires, pour ne pas dire une complaisance vis-à-vis du populisme. Ce n'est pas le gouvernement le plus écolo de la Terre, il faut régulièrement leur taper dessus pour que ça avance. Mais si on prend un peu plus de recul, Macron est très loin devant Hollande dans ces matières. Bref, ça c'est le discours, on va dire, officiel, encore une fois, et dans les faits, c'est un peu la panique en haut lieu pour ne rien vous cacher. Alors pourquoi, Nils Il me semble que c'est à cause de la place to be, le Cap Ferré, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, pour une fois, la haute société est elle-même touchée par les conséquences du réchauffement climatique, notamment, effectivement, qui se matérialise par l'importance de ces incendies, et notamment à la pointe du Cap Ferré, qui était devenu, depuis les années 70-80, c'est un peu comme tu disais, the place to be. Il y a d'abord eu des personnalités comme Lino Ventura, Alain Delon, Johnny Hallyday, et puis il y a eu Guillaume Canet et Marion Cotillard, après le succès du navet romantique Les Petits Mouchoirs. Ici, Guillaume Canet est comme chez lui. Ah, le petit bruit sympathique. Et voilà. Voilà le paradis. Alors ici, ça n'a pas bougé depuis... Non. Depuis plus de 20 ans. Ouais. Et plus récemment, c'est l'homme d'affaires Xavier Niel et sa femme Delphine Arnault, dirigeante de Christian Dior Couture et la fille du milliardaire Bernard Arnault d'LVMH, qu'on ne présente plus, qui ont acheté en 2021 une petite cahute à 17 millions d'euros et demi face à Pilat-sur-Mer avant de racheter les années suivantes des parcelles environnantes et un hôtel en ruine, toujours à prix d'or, une juteuse opération. Bref, tout ce petit monde qui vit en vase clos s'est agité évidemment toute la semaine face au risque d'incendie. Sortez les mouchoirs, regardez voilà nos people en panique. À 4h30 ce matin, on a eu une alerte sur nos téléphones portables avec un ordre de la préfecture nous demandant d'évacuer. Donc on a pris nos affaires, on a pris la voiture, on a pris la route au même titre que les autres résidents de la presqu'île. Et on s'est retrouvé dans un bouchon interminable. On a mis à peu près 2h45 pour faire 10 km.
cette horreur d'entendre sa maman pleurer au téléphone, penser à mes grands-parents, plus de 90 ans, qui sont évidemment choqués, fragiles émotionnellement. Je ne parle pas d'un cas isolé. Voilà, il y a 40 000 personnes qui ont été évacuées. C'est absolument terrifiant. Il y a d'autres célébrités habituées à cette place qui ont dû être évacuées. Et oui, William Lémergie, l'ancien présentateur emblématique de Télématin sur France 2, encore Julien Courbet, Benjamin Castaldi, ou encore l'actrice Laura Smet. Voilà, donc adieu vos vaches cochons. Alors évidemment, il y a les habitants lambda, il ne faut pas les oublier, et parfois les médias ont tendance à laisser un petit peu trop de place aux people. Dans les faits, effectivement, il y a énormément de personnes qui tentent effectivement de vivre tranquillement au Cap Ferré et qui ont dû partir, on a vu, sur des barges. Et puis Nils, à l'époque, on se rappelle des promesses de Macron, notamment sur... il voulait planter plus de 100 millions d'arbres, c'est ça ? Oui, en fait, c'était 140 millions d'arbres, avec la Macronie, plus c'est gros, plus ça passe. Ça, c'était en 2022. Il y avait déjà eu des incendies en Gironde. On parlait déjà de la dangerosité de l'accès au Cap Ferré, puisqu'il n'y a qu'une seule route qui est environnée de pinèdes. Donc, en fait, tout ça est un peu... C'est comme être assis sur un tas d'allumettes, quoi. Il suffit d'une étincelle pour que tout brûle, la preuve. Et effectivement, à l'époque, Macron avait déjà promis le pays de cocagne, 140 millions d'arbres à replanter, des moyens supplémentaires pour les pompiers déjà épuisés en sous-effectif à l'époque. Alors 4 ans plus tard, on est devant un méga feu incontrôlable. La France n'a pas suffisamment de Canadair pour faire face. On a appris la semaine dernière que Gabriel Attal, lors de son passage à Matignon, avait supprimé une ligne de budget pour la sécurité civile. Alors on essaye de se défendre comme on peut chez Gabriel Attal et son entourage. On explique notamment qu'un incendie de cette ampleur ne se fixe pas avec un Canadair de plus et que tout le monde feint d'ignorer que la compagnie était parfaitement incapable de livrer un avion d'ici 2026, vu qu'elle avait arrêté de produire pendant 10 ans. Voilà, effectivement, c'est une compagnie canadienne. Alors la question, c'est pourquoi faire des promesses que l'on sait impossibles à tenir dans ce cas ? Chacun appréciera ce nouvel exemple de dissonance cognitive. Oui, puis on le rappelle, c'est malheureux, il y a des pompiers qui sont morts dans le cadre de leur exercice. Oui, il y en a trois d'entre eux sont morts en cours d'intervention lors de ce mois de juillet. Une cinquantaine étaient rapportés blessés dimanche soir et ils dénoncent régulièrement ce manque de moyens qui leur est alloué. Et puis le problème aussi est sanitaire, c'est-à-dire que les pompiers s'intoxiquent en permanence à cause de la présence de monoxyde de carbone. Alors ça, c'est Sébastien Bouvier, chargé de mission CFDT pour les SDIS, donc c'est les centres de secours et d'incendie. On l'écoute sur RMC, voilà, c'était le 26 juillet. C'est les conditions qui sont liées à la présence de tous ces gaz toxiques, et je tiens malheureusement à tirer un coup de gueule, c'est que les cagoules, aujourd'hui les cagoules que nous avons ne nous protègent pas, donc en fait les pompiers s'intoxiquent en permanence, et aussi à cause de la présence du monoxyde de carbone, car nous n'avons pas d'appareil pour lutter contre le monoxyde de carbone, donc on a de plus en plus de blessés. Hier c'était 60 pompiers blessés, surtout sur le feu de la Gironde avec des intoxications au monoxyde de carbone. Donc il y a cette espèce d'indifférence d'Emmanuel Macron face aux sinistrés lambda, pas les people, et puis il y a ces 2500 pompiers qui luttent contre les flammes, et puis il y a effectivement les annonces tonitruantes du président hier sur X. Ouais, tu le disais tout à l'heure, Nils, plus c'est gros, plus ça passe. Oui, voilà, il faut reconstruire comme avant. Il n'y a aucune leçon à tirer de cette catastrophe, selon le président de la République. Les experts, les climatologues, les météorologues, les géographes sont unanimes. On ne peut pas continuer à reconstruire à l'identique sur les décombres des sinistres, qui sont de plus en plus nombreux. Il faut repenser nos façons d'anticiper ce genre de sinistres et surtout nos modes de vie. Mais Emmanuel Macron, lui, il se complaît un peu dans ce conservatisme délétère, comme Notre-Dame de Paris, qu'il a fait reconstruire à l'identique après cet incendie à l'époque. Et finalement, on a appris dans le milieu de l'après-midi qu'Emmanuel Macron se rendra en Gironde. Le chef de l'État doit aller à la rencontre des forces mobilisées afin de leur adresser le soutien de la nation ainsi que des élus pour les remercier de leur engagement de chaque instant. Voilà, c'est ce qu'a déclaré l'Élysée aux journalistes.
Alors, c'est un changement de cap de la part d'Emmanuel Macron, puisque encore il y a 2 jours, voire hier, l'Élysée répétait que le président n'était pas attendu sur place, je cite, pour ne pas gêner les opérations de secours. Voilà, apparemment, la communication et la politique prennent le pas sur la sécurité. Et on va passer à notre deuxième sujet, l'affaire Barbara Bush. Et on peut le dire, Nils a enquêté là-dessus. Il y a un sentiment de malaise, de gros malaise même, je dirais, au sein de LFI. Oui, alors petit rappel des faits, si vous avez vécu dans une grotte et échappé à la polémique autour de cette affaire, le 18 juillet, le concert de cette DJ Barbara Bush à Grenoble a été interrompu, notamment par des militants pro-palestiniens, dans le cadre d'un boycott soutenu par la France Insoumise, en tout cas par la section locale. Vous voyez effectivement les images de l'action qui s'affichent à l'écran. Alors ces militants lui reprochaient sa participation, en tout cas annoncée en 2025, à un événement organisé à la résidence de l'ambassadeur de France en Israël, et d'avoir signé une tribune en faveur de la proposition de loi Yadan qui visait à lutter soi-disant contre les nouvelles formes d'antisémitisme, qui a été largement contestée par toute la gauche, pas seulement par la France Insoumise, et qui a été retirée depuis. Bref, une action assez classique au départ, somme toute, sauf que Barbara Bush, ce n'est pas n'importe quelle artiste. Celle qui s'appelle Leslie au civil est la fille d'un père séfarade, né au Maroc, et d'une mère ashkénaze, d'origine polonaise et lituanienne. Ils ont tenu une petite cantine modeste dans le 7e arrondissement à Paris, depuis qu'elle est petite. C'est ce que relate le Parisien dans un portrait cette semaine. Et son grand-père est un rescapé des camps de concentration. Elle est aussi militante ultra engagée, lesbienne affirmée. Elle s'est battue contre la grossophobie, la misogynie, l'homophobie. Et c'est une figure des nuits parisiennes LGBT+. Son ascension dans le monde du showbiz est vertigineuse en quelques années. Et elle a même été faite chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2025, après avoir joué lors de la cérémonie des JO un an auparavant. Souvenez-vous de la scène autour de Philippe Catherine, c'était un moment emblématique qui avait suscité les menaces des cathos intégristes. Elle avait même été placée sous protection policière. Alors, à cette époque-là, qu'avait dit Mélenchon et toute la France Insoumise ? Alors, toute la France Insoumise, je ne sais pas, mais en tout cas, Jean-Luc Mélenchon, lui, il avait critiqué la scène sur son blog. Il avait expliqué qu'il n'avait pas aimé la moquerie sur la scène chrétienne, dernier repas du Christ et de ses disciples, fondatrices du culte dominical. Je n'entre pas, bien sûr, dans la critique du blasphème, cela ne concerne pas tout le monde, écrivait Jean-Luc Mélenchon, mais je demande à quoi bon risquer de blesser les croyants, même quand on est anticlérical. Alors pourtant, c'était pas une représentation de la scène religieuse, mais d'un festin des dieux sur l'Olympe, lié à Dionysos. C'est ce qu'avait expliqué le directeur artistique des JO, Thomas Joly. Bref, pour bien vous faire comprendre le contexte, Barbara Bush, c'est pas juste une artiste, c'est aussi une entrepreneuse qui a développé un réseau politique et culturel au plus haut niveau. Et ça va évidemment jouer dans le développement de la polémique telle qu'on la vit aujourd'hui. Alors tout s'emballe dès le lendemain de l'action à Grenoble. On accuse les manifestants d'avoir lancé des projectiles sur Barbara Bush et surtout d'avoir des intentions antisémites. Alors les premières 48 heures, la direction de la France Insoumise ne bouge pas, semble faire bloc autour de son élu local qui a participé à cette action. Alors son nom c'est Alan Brunon chez la France Insoumise. C'est le chef de file de LFI à Grenoble et d'ailleurs on l'a eu la semaine dernière en interview. Ça a été diffusé dans la récap. Je vous invite à regarder ce qu'il disait. Alors, il est connu, disons, pour son caractère assez entier, c'est ce qu'on me dit en interne. Il s'était fait remarquer pendant les municipales pour avoir utilisé une insulte homophobe contre un commerçant de la ville qui ne lui plaisait pas. Il avait présenté des excuses à ce sujet. Il a aussi exclu 2 membres de la section locale qui dénoncent du harcèlement, selon eux. Oui, mais c'est aussi l'ancien assistant parlementaire du député Gabriel Amar, qui n'est autre que le beau-fils de Jean-Luc Mélenchon. Bref, c'est un profil particulier chez la France Insoumise, mais pas suffisamment cette fois apparemment. Oui, alors Nice, j'ai envie de te demander, est-ce que la direction de LFI, elle sent le vent tourner un petit peu ? Toujours est-il que 4 jours après, elle réagit enfin à la polémique officiellement, et c'est Bompard et Panot qui sont envoyés à la rescousse, qui s'en chargent et tentent un délicat numéro d'équilibriste. Écoutez Mathilde Panot sur BFM. Effectivement, sur un tract local que je peux qualifier de mauvais. Mais juste mauvais. Il n'y a pas d'antisémitisme. Non, il n'y a pas d'antisémitisme. Vous savez quelle est la signification du drapeau ? Quelle est la signification du drapeau ? Vous croyez LGBT avec une étoile de David. Vous savez ce que c'est ? Et du sang. Vous savez ? Non, je parle pas du sang là. Je parle du drapeau. Ouais. On revient sur le drapeau. C'est quoi ?
C'est le drapeau de la Pride de Tel Aviv. Vous trouvez ça antisémite? Voilà, donc c'est une initiative locale qui semble désavouée. Elle a pourtant bien été estampillée LFI et l'affiche est mauvaise, mais pas antisémite. Voilà, la nuance est importante. Alors, pendant ce temps-là, les médias et la presse se déchaînent contre la formation de Jean-Luc Mélenchon, hein, qui prend garde, lui, de ne pas s'exprimer sur le sujet. On l'a pourtant connu plus prolixe. Le Monde appelle LFI à prendre ses responsabilités sur l'antisémitisme, hein, dans un éditorial assez corsé. Le Point s'inquiète, lui, de voir de plus en plus de jeunes voter LFI, hein, voilà, avec sa nuance habituelle. Et Sud-Ouest compare même Mélenchon au diable dans un article, voilà, parce que, pourquoi pas, Belzébuth, bon, de la nuance, hein, toujours dans le débat public. Alors, il faut quand même rappeler que Barbara Butch n'a pas été blessée lors de l'action mise en cause, mais c'est une personnalité qui est classée à gauche et qui subit déjà du harcèlement en raison de son physique, de sa judéité, etc. Bref, c'est peut-être pas la personne à cibler pour ce type d'action. Du côté de la direction des Insoumis, on prend ses distances de façon assez ostensible avec cette action, et c'est assez inédit parce que la formation de Jean-Luc Mélenchon, elle est plutôt connue pour faire bloc autour de ses élus. Mais en réunion de groupe des députés mardi dernier, notamment, Alain Brunon a été critiqué de façon assez vive, selon mes informations, qui confirment les échos qui sont sortis dans la presse. Et voilà ce que me confie un membre de la direction de la France Insoumise. Alain Brunon se pense protégé par ses contacts en interne, mais il va devoir redescendre. On est en campagne pour la présidentielle. Son action à Grenoble contre Barbara Butch était pourrie. Voilà, bon, ça a le mérite d'être clair au moins. Et en filigrane, on comprend que c'est moins l'action en elle-même finalement que la mauvaise publicité qui en découle, qui dérange la France Insoumise en vue de 2027. Et oui, le parti est en pleine préparation des amphis, sa rentrée politique. Pour le moment, en tout cas, Alain Brunon semble mis sur la touche et se défend comme il peut. Bon, en tout cas, une chose est sûre, Nils, cette affaire, ça fait un peu tâche en pleine campagne présidentielle. Oui, hein, l'épisode régale évidemment tout le spectre politique hors la France Insoumise, et notamment le reste de la gauche, hein, comme les socialistes et François Hollande, qui se tient toujours en embuscade et qui rêve de ravir l'élection à Jean-Luc Mélenchon. On peut toujours rêver. Hein. Merci beaucoup, Nils, pour toutes ces petites indiscrétions, et je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, et prenez soin de vous. Et évidemment, on a une pensée pour nos abonnés qui habitent en Gironde ou dans les Landes. Exactement. Merci en tout cas de nous regarder. Merci d'avoir suivi cette émission. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Excellente suite des programmes sur le média.